Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons achever notre cours de la programmation orientée objet en Java avec le dernier chapitre qui s'intitule Les bases de données et Java. Comme d'habitude, je vais vous présenter le plan de ce chapitre. Nous allons commencer par une présentation. Ensuite, nous allons voir le Java Database Connectivity ou bien le JDBC. Après, nous allons voir comment se connecter à une base de données. Après, nous allons voir les requêtes de sélection ainsi que les requêtes de mise à jour. Après, nous allons voir comment se déconnecter d'une base de données. Ensuite, il y a la classe SQL Exception qui permet de traiter les erreurs ou bien les exceptions syntaxiques sur les requêtes SQL. Après, il y a les instructions SQL paramétrées et nous allons finir avec un atelier. Le JDBC est l'acronyme de Java Database Connectivity et qui désigne une API développée par Sun et qui permet l'accès aux bases de données avec Java. Il y a trois principales étapes de traitement. Il y a d'abord la connexion à la base de données. Ensuite, il y a l'envoi d'une requête SQL. Et finalement, il y a la manipulation du résultat retourné par la requête. Toutes les classes de JDBC sont dans le package java.mysql et il faut donc l'importer dans tous les programmes devant utiliser JDBC. Le package SQL comprend quatre classes importantes. Il y a la classe Driver Manager, la classe Connection, la classe Statement et Prepared Statement, ainsi que la classe ResultSet. Et chacune de ces classes correspond à une étape de l'accès aux bases de données. Par exemple, il y a la classe Driver Manager qui permet de charger et configurer le driver de la base de données. Ensuite, il y a la classe Connection qui permet de réaliser la connexion et l'authentification à la base de données. Après, il y a la classe Statement et Prepared Statement qui contient la requête SQL et qui permet de la transmettre à la base de données. Et finalement, il y a la classe ResultSet qui permet de parcourir les informations retournées par la base de données dans le cas d'une sélection de données. Voilà les différentes classes ainsi que les méthodes qu'on va utiliser pour interroger une base de données. Voilà la classe Driver Manager qui contient la méthode getConnection et qui nous permet de créer un objet connexion. À partir d'un objet connexion, on peut appeler la méthode createStatement pour créer des requêtes et pour les gérer bien sûr. Et avec la méthode executeQuery, nous pouvons traiter les résultats de la requête. Le JDBC fonctionne selon le principe client-serveur. Le client, dans notre exemple, c'est le programme Java et le serveur, c'est le JDBC qui peut être PHP-MyAdmin, MySQL, Oracle, etc. Les trois opérations suivantes doivent être réalisées avant de travailler avec une base de données. Donc, il faut d'abord installer un serveur de base de données, PHP-MyAdmin, MySQL, Oracle, etc. Ensuite, vous devez charger le driver JDBC correspondant au serveur de base de données et finalement établir la connexion avec la base de données afin de l'interroger et de lui envoyer des requêtes. Dans la première opération, nous allons télécharger le PHP-MyAdmin de son site officiel. Donc voilà le lien vers le site officiel du site. Après le téléchargement, vous allez l'installer. Ensuite, vous pouvez utiliser n'importe quel serveur de base de données, donc PHP-MyAdmin, MySQL, Oracle, etc. Après, vous allez créer une base de données avec les tables et les attributs correspondants. Dans la deuxième opération, vous allez télécharger le driver JDBC qui s'appelle MySQL-connector-java et vous allez le télécharger à partir du site officiel de MySQL. Alors ce dossier-là, c'est un dossier compressé et après décompression, vous allez trouver un fichier qui a l'extension jar. Donc c'est ce fichier-là qui correspond au driver JDBC que vous allez utiliser par la suite. Donc là, après avoir extrait ce driver JDBC, vous allez l'ajouter à votre projet Java.
Donc, si on utilise par exemple l'éditeur Eclipse, donc pour ajouter le driver à l'éditeur Eclipse, vous allez procéder comme suit. Donc, vous allez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet, sur l'explorateur. D'accord. Ensuite, vous allez à l'onglet ou bien à l'item propriété. Après, vous allez choisir Java Build Path. Ensuite, vous allez avoir plusieurs onglets et vous allez choisir l'onglet Libraries. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton Add External Jars. Et là, vous allez avoir une fenêtre pour parcourir l'emplacement où vous avez votre driver. Donc, vous allez le sélectionner. Ainsi, ce driver-là va être ajouté à un projet. Donc, il va être ajouté au projet euh, que vous avez sélectionné. Il ne va pas être ajouté à tous les projets que vous avez dans votre explorateur Eclipse. Ensuite, il y a la troisième opération qui nous permet d'ouvrir le projet auquel vous avez ajouté le driver. Et puis, vous allez ajouter des classes au projet et via des instructions Java, le programme peut charger le driver. Donc, vous l'avez ajouté, mais vous ne l'avez pas encore chargé. Nous allons voir par la suite comment le faire. Donc, vous allez charger le driver, ouvrir la connexion avec une base de données, envoyer des requêtes SQL, récupérer les résultats, effectuer des traitements sur les résultats des requêtes et finalement fermer la connexion. Donc, nous allons voir chacune de ces étapes en détail par la suite. Maintenant, il y a l'architecture d'une application JDBC. Donc voilà, dans un programme Java, voilà les classes qu'on va utiliser pour traiter les bases de données. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous allons utiliser la classe Driver Manager pour la gestion des pilotes, la classe Connection pour faire la connexion à la base de données, la classe Statement c'est pour traiter les requêtes, Result Set c'est pour traiter le résultat des requêtes, c'est-à-dire accéder aux différentes lignes du résultat ainsi qu'aux aux différents attributs ou bien les colonnes. Et la classe SQL Exception, c'est pour traiter les erreurs syntaxiques des requêtes SQL. D'accord. Donc après, dans la classe principale, par exemple, elle s'appelle exemple. Dans le bloc try, je vais ajouter les différents traitements souhaités. Par exemple, je vais ajouter le chargement du pilote, l'ouverture de la connexion avec la base de données, l'exécution d'une requête, le traitement des résultats et la fermeture de la connexion. D'accord. Et la classe qui va capturer toutes les erreurs qui peuvent être générées, c'est la classe SQL Exception qu'on va voir par la suite. Voilà, la première étape, c'est la connexion à la base de données. Donc, on va charger le pilote JDBC avec l'instruction suivante. Nous allons faire class.forName, ça c'est la méthode qui demande en entrée le nom du driver. C'est com.mysql.jdbc.driver. Donc le nom du driver peut changer en fonction du serveur de base de données que vous êtes en train d'utiliser. Alors dès que le driver a reconnu le gestionnaire de la base de données correspondant, phpMyAdmin par exemple, on réalise une connexion avec la base de données. Et on va fournir alors l'URL vers la base, le nom de l'utilisateur ainsi que le mot de passe. D'accord. Là, on a chargé le pilote, mais on n'a pas encore déterminé la base de données qu'on va utiliser. Donc là, après, nous allons le faire. Donc, nous allons déclarer une variable URL de type string dans laquelle nous allons donner JDBC, le sous-protocole et puis la source de données qui est la base de données. Et puis, nous allons créer un objet de la classe connection. Et puis, nous allons utiliser la classe driverManager.getConnection. Ça, c'est une méthode qui demande en entrée 3 paramètres. Le premier, c'est l'URL vers la base de données. C'est cette variable-là. Le deuxième, c'est le nom de l'utilisateur via lequel on peut accéder à la base de données. Et finalement, il y a le mot de passe. Donc, voilà un exemple. Notre classe s'appelle base SQL. Et puis dans le bloc try, nous allons charger le pilote avec l'instruction class.forName comme.mysql.jdbc.driver. Ensuite, nous allons ouvrir la connexion avec la classe getConnection. Et là, par exemple, nous allons mettre jdbc.mysql // localhost. Et puis là, nous allons donner la source de données.
Donc la source de données là, 3306, c'est le port et slash base, ça c'est le nom de la base de données. Ma base de données s'appelle base. Et puis le nom de l'utilisateur c'est root et le mot de passe c'est root aussi. Ensuite, je vais créer une requête, bien un objet ST, statement, qui va être utilisé par la suite pour exécuter les requêtes SQL. D'accord? Donc, s'il y a un problème dans le chargement du pilote ou bien dans l'ouverture de la connexion, la classe exception va traiter ou bien va capturer les erreurs. Maintenant, nous allons passer pour voir les requêtes de sélection. Donc, l'objet connection créé va permettre d'interagir avec la base de données. Et pour réaliser des requêtes, nous allons utiliser un objet ST de type statement, comme on a vu tout à l'heure. Donc, nous allons créer un objet ST de type statement et qui nous permet de traiter les requêtes. Alors, le résultat d'une requête est récupéré par un objet res de type resultSet et permet d'accéder aux données extraites grâce à la requête. Voilà un exemple. Donc, l'objet ST de type statement, nous allons l'utiliser avec la méthode executeQuery pour exécuter une requête. Voilà un exemple d'une requête de sélection. Select to from tab. Donc tab, c'est le nom de la table et cette table se trouve à l'intérieur de la base de données base. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est de sélectionner toutes les lignes qui se trouvent dans ma table tab. Et ces différents enregistrements, bien sûr, ces différentes lignes vont être enregistrées dans la variable rest de type resultSet. D'accord? Donc après la requête, le curseur est positionné juste avant la première ligne du résultat. Et avec la méthode next, nous pouvons avancer séquentiellement d'un enregistrement à l'autre pour lire tous les résultats. Donc nous allons utiliser res.next. Finalement, pour récupérer les données de chaque colonne de la table, resultSet propose plusieurs méthodes adaptées au type de données récupérées. Comme vous le savez, un enregistrement peut contenir différents types de données. Il peut contenir des chaînes de caractères, des entiers, des flottants, des variables de type date, des booléens, etc. Donc en fonction du type de données que vous allez lire, vous allez utiliser une méthode convenable. Par exemple, pour lire une chaîne de caractères, on utilise la méthode getString et entre parenthèses le numéro de la colonne. Et puis on utilise getInt avec le numéro de la colonne et puis getDate avec le numéro de la colonne, etc. Ensuite, il y a l'affichage des résultats. Voilà un exemple dans lequel on fait une requête de sélection et on affiche le résultat de cette requête sur la console. Voilà comment on procède. Nous avons créé une variable requête de type string. Cette requête va contenir select to from tab. Puis nous allons exécuter cette requête avec la méthode executeQuery qui demande entre parenthèses le nom de la requête. Donc là, je voulais juste vous mentionner un point, c'est que on utilise la méthode executeQuery, c'est pour les requêtes de sélection. Si on souhaite faire des modifications sur la table, on utilise une autre méthode. D'accord? Donc, executeQuery, c'est une méthode qui permet de traiter les requêtes de sélection seulement. Donc, le résultat de la requête va être sauvegardé dans l'objet rs de type resultSet. Après, nous allons afficher sur la console un message enregistrement de la table. C'est pour afficher par la suite les différents enregistrements de notre table. Et puis, du moment qu'on a plusieurs enregistrements à lire, nous allons utiliser la boucle while pour les lire tous. Donc, nous allons utiliser rs.next. Donc, tant qu'il y a des enregistrements à lire, c'est différent de nul, nous allons lire chacun des enregistrements de manière séparée. Donc, je vais vous dire que je vais supposer que ma table contient 3 champs, contient 2 champs nom et prénom de type string et un champ âge de type int. D'accord? Donc, pour lire les 2 premiers champs, je vais utiliser la méthode getString.
Donc rs.getString nom, c'est-à-dire je vais récupérer le nom et le mettre dans la variable nom de type string. Et je vais aussi lire le prénom avec la méthode getString et je vais le mettre dans la variable prénom de type string aussi. Et pour l'âge qui est de type int, je vais utiliser la méthode getInt et je vais mettre l'âge dans la variable âge de type int. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, j'ai lu les informations du premier enregistrement. J'ai lu le nom, le prénom et l'âge du premier enregistrement et puis je vais les afficher sur la console. D'accord? Et du moment que je suis dans une boucle, donc après avoir affiché les informations du premier enregistrement, je vais le next, la méthode next va passer au suivant, à l'enregistrement suivant pour faire les traitements nécessaires. Ensuite, il y a les requêtes de mise à jour. Donc, la mise à jour d'une base de données peut être effectuée par une requête SQL de type insert into, update ou bien delete. Et puis, à travers la méthode execute update requête sur un objet de type statement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilise execute query pour faire, ou bien pour traiter les requêtes de sélection, mais pour faire des mises à jour, on utilise la méthode execute update. Après, le résultat renvoyé par l'exécution de la requête indique le nombre de lignes mis à jour dans la table. Donc, contrairement à une requête de sélection qui renvoie un objet de type result set. Donc, avec la méthode execute update, nous pouvons avoir une information sur le nombre d'enregistrements, bien le nombre de lignes qui a été mis à jour dans la table. Nous allons voir le premier exemple de mise à jour qui est l'ajout d'un enregistrement dans une table. Nous allons essayer d'ajouter un enregistrement qui contient les informations suivantes. Donc, il y a le nom Saber, le prénom Mohamed et l'âge 20. D'accord? Donc là, après avoir créé une connexion et créé un objet ST de type statement, nous allons créer la requête qui contient insert into tab, ça c'est le nom de la table, et puis nous allons donner les différents champs de notre table. Il y a le nom, le prénom et l'âge. Et puis nous allons ajouter values, c'est-à-dire les valeurs suivantes. Le N, c'est pour ajouter le nom Saber, P pour ajouter le prénom Mohamed et A pour ajouter l'âge 20. D'accord? En fait, là, vous allez remarquer qu'il y a une syntaxe un peu particulière. Il y a des cotes, des guillemets, des plus, etc. Donc, cette syntaxe, il est nécessaire de la respecter pour écrire des requêtes SQL en Java. D'accord? Donc, cette syntaxe est utilisée si vous ajoutez des inconnus, des variables n, p et a. Par contre, si vous allez ajouter des noms directement, des valeurs, vous allez procéder comme suit. Vous allez mettre string, requête, insert into tab, nom, prénom, âge, et là vous allez mettre values, Saber entre deux côtes, Mohamed entre deux côtes et 20. Donc 20 c'est un entier, on va l'écrire sans cote. D'accord? Donc là, cette syntaxe est utilisée lorsque vous utilisez des variables et là, lorsque vous utilisez des valeurs. Et puis, vous allez appeler la méthode execute update avec la requête et vous allez sauvegarder le résultat dans la variable np qui contient le nombre de lignes mis à jour dans la table tab. Ensuite, il y a la modification d'un enregistrement dans une table. Et pour faire la modification, on utilise update, le mot-clé update. Donc, update tab set âge égal à 21, where prénom égal à Mohamed. Donc là, nous allons modifier la table et l'enregistre, ou bien le champ qu'on va modifier, c'est l'âge qui va être égal à 21. Ou ça, ou bien quand ça, c'est quand le prénom est égal à Mohamed. Donc l'âge de Mohamed va devenir 21 au lieu de 20. Et pour exécuter cette requête de mise à jour, nous allons appeler la méthode execute update avec requête. Et nous allons mettre le résultat dans la variable nb de type int.
Et puis finalement, si NP est différent de 0, c'est-à-dire si le nombre d'enregistrements modifiés est différent de 0, cela veut dire que la table a été modifiée. Ensuite, dans le même contexte de la modification, on peut, en plus de la modification d'un enregistrement, on peut même modifier la base de données. Par exemple, on peut ajouter une nouvelle table à la base de données. Dans cet exemple-là, nous allons ajouter une nouvelle table qui s'appelle personne à la base de données. Cette table personne contient 4 attributs et une clé primaire non nulle et auto-incrémentée. Donc voilà les attributs, ou bien comment on va créer cette table. Nous avons toujours la variable requête de type string qui contient createTable, c'est pour créer une table qui s'appelle personne. Premier champ, c'est le id qui est un entier, non nul et auto-incrément, qui s'incrémente automatiquement. Ensuite, il y a le nom de type varchar, chaîne de caractères. Il y a le prénom, lui aussi. L'âge, c'est un entier. Et puis la clé primaire, c'est le id. Et pour exécuter cette requête, nous allons utiliser la méthode executeUpdates. D'accord? Ensuite, nous allons voir comment on peut supprimer un enregistrement d'une table. Donc, toujours dans la requête, dans la variable requête de type string, nous allons écrire delete from table ou bien from tab where prénom égale à Mohamed. C'est-à-dire, nous allons supprimer l'enregistrement un enregistrement de la table tab et cet enregistrement a le prénom Mohamed. D'accord? Et pour exécuter cette requête, nous allons appeler la méthode executeUpdates. De la même manière, nous allons voir si NB est différent de 0, cela veut dire que l'enregistrement a été supprimé. Maintenant, pour faire la déconnexion d'une base de données, il y a la méthode close. Donc, la méthode close permet de libérer les ressources prises par la création d'objets de type result_set, statement et connection. D'accord? Alors, la méthode close existe pour chacune de ces interfaces, c'est-à-dire les 3 interfaces qu'on a citées. Mais elle est le plus souvent utilisée pour un objet de type connexion, bien connection, car elle libère en même temps toutes les ressources qui lui sont associées. Donc, si on fait con.close, dans ce cas-là, on va libérer aussi en même temps les ressources qu'on a déjà allouées pour les all-set et pour statement. Alors pour faire une déconnexion, nous allons toujours utiliser le bloc try et catch. Donc dans le bloc try, if con est différent de nul, c'est-à-dire la connexion est toujours ouverte, nous allons la fermer avec la méthode close. Après, il y a la classe SQLException. Il y a plusieurs classes qui permettent de gérer les exceptions lors des traitements avec les bases de données, mais la classe la plus importante, c'est la classe SQLException, dont le rôle, c'est le traitement des erreurs syntaxiques de SQL. Après, il y a les instructions SQL paramétrées ou bien les prepared statements. La plupart des SGBD ne peuvent analyser une requête qu'une seule fois. Cependant, cette requête peut être exécutée un grand nombre de fois durant une connexion. C'est pour cette raison que le JDBC traite ce genre de situation en utilisant des requêtes paramétrées. Et ces requêtes sont associées aux instances de l'interface Prepared Statement qui héritent de l'interface Statement. Voilà un exemple. Je vais créer une requête et la traiter avec prepared statement. Donc, je vais créer un objet PS de type prepared statement et puis con.prepare statement et pour la requête, je vais mettre select to from tab where non égale point d'interrogation. Donc là, l'objectif de cette requête, c'est de sélectionner toutes les lignes ou bien tous les enregistrements de la table tab quand le nom peut changer. Donc là, point d'interrogation, c'est comme si je n'ai pas encore précisé le nom ou bien le critère de sélection. Et pour remplir cet inconnu, je vais utiliser ps.setString 1,sabir. Cette instruction me permet, donc pour le premier paramètre, le 1, ça c'est l'ordre de l'inconnu dans la requête. Donc je peux avoir sur une requête plusieurs inconnus.
Donc là, le nom, ça c'est le premier inconnu. C'est pour cette raison que j'ai ajouté ici 1. Virgule, ça c'est la valeur que je vais mettre dans le nom. D'accord? Et puis pour exécuter cette requête préparée, je vais utiliser la méthode execute query. Donc puisqu'il s'agit d'une requête de sélection, j'utilise la méthode execute query. Alors, les valeurs des paramètres sont données par les méthodes setX n virgule valeur. Donc, comme on l'a vu ici, il y a cette string. Donc là, ce string-là peut changer. Donc, on choisit la méthode setX en fonction du type de la variable dans la base de données. Par exemple, si on souhaite lire une chaîne de caractères, on va mettre setString. Si on souhaite lire un entier, on met setInt. Si on souhaite lire une date, on met setDate. Cela veut dire que en fonction de la donnée qu'on va lire, on va mettre le nom de la variable correspondant ici, à côté de 7. Donc c'est au programmeur de passer une valeur Java au bon type de la méthode setX. Le driver JDBC, bien sûr, il fait la conversion vers le bon format pour le JDBC. Voilà quelques avantages des requêtes préparées. Donc, son avantage le plus rapide, c'est qu'il est utilisé plusieurs fois avec différents paramètres, du moment qu'on a des inconnus qu'on peut changer plusieurs fois. Aussi, il améliore la portabilité car les méthodes setX gèrent les différences entre SGBD. Par exemple, les SGBD n'utilisent pas tous les mêmes formats de date. Est-ce qu'on a double euh, jour sur deux caractères, le mois sur deux, l'année sur deux, ou bien l'année sur quatre caractères et il va être placé au premier, le mois sur deux, le jour sur deux. Donc, avec les prepared statements, ces différents formats ou bien ces différences entre SGBT vont être gérées par la requête préparée. De la même manière, pour les chaînes de caractères, les caractères d'échappement sont aussi gérés facilement avec les requêtes préparées.